Ces derniers mois, le paysage géopolitique mondial est entré dans une phase d'instabilité ouverte. Les conflits régionaux, autrefois isolés, sont désormais interconnectés, tels des pièces sur un même échiquier stratégique. Le Moyen-Orient se trouve, une fois de plus, au cœur de ces tensions. Mais cette fois, l'épicentre n'est ni une guerre conventionnelle, ni une frappe aérienne, ni une déclaration diplomatique. Ce qui s'effondre aujourd'hui est plus profond. La capacité d'un État à assurer sa survie interne tout en nourrissant des ambitions extérieures. L'Iran traverse actuellement une période critique qui dépasse largement le cadre des sanctions, des discours idéologiques ou des conflits religieux. Le pays est confronté à un effondrement systémique qui combine crise économique, pénurie de ressources essentielles, désintégration sociale et érosion de l'autorité de l'État. Dans un monde déjà fragilisé par les conflits en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Indo-Pacifique, ce qui se passe à Téhéran n'est pas un problème local. Il s'agit d'un risque stratégique mondial. Dans les rues de la capitale iranienne, la réalité est brutale et sans détour. La monnaie a perdu toute utilité. Les salaires ne permettent plus de survivre. L'argent n'assure plus la sécurité alimentaire, ni même une stabilité minimale. Pour une part croissante de la population, travailler un mois entier ne garantit plus l'accès aux biens les plus essentiels. Les chiffres révèlent ce que la propagande tente de dissimuler. Le système est devenu insolvable. La pénurie n'est pas seulement financière, elle est aussi matérielle. Dans des quartiers entiers, l'eau ne coule plus des robinets. Des camions de fortune sont devenus des sources de conflits. Les gens se bousculent, crient et se battent pour quelques litres d'eau, comme en pleine crise humanitaire. Il ne s'agit plus de faire la queue pour des aides ou de manifester symboliquement. Il s'agit de survie. Lorsqu'un État ne parvient pas à garantir l'accès à l'eau, à la nourriture et à une monnaie fonctionnelle, il perd un élément essentiel, sa légitimité. La peur peut maintenir des régimes en place un temps, mais elle ne nourrit pas les familles. Et lorsque la faim se conjugue à la répression, le rempart psychologique qui soutient les régimes autoritaires commence à s'effriter. Le gouvernement a réagi comme seuls les régimes en pleine déliquescence réagissent généralement, en fermant tous les services. Les agences publiques ont été suspendues, les universités paralysées, les écoles fermées, les centres administratifs vidés. Même les structures symbolisant le fonctionnement minimal de l'État ont été interrompues. Ce n'était pas une décision prise pour maîtriser la situation, mais un réflexe de panique. Quand le pouvoir perd sa capacité à gouverner, il tente de disparaître temporairement pour gagner du temps. Mais le temps joue contre le régime. Les images qui circulent régulièrement témoignent d'un net bouleversement du rapport de force dans les rues. Dans les zones historiquement contrôlées par les forces de sécurité et les milices pro-régime, les manifestants ne se retirent plus systématiquement. À plusieurs endroits, ce sont eux qui occupent les routes, s'asseyant sur le bitume et bloquant la circulation. La police, sous pression et démoralisée, bat en retraite. Il ne s'agit pas d'un simple détail opérationnel, mais bien du signe d'une rupture dans la chaîne de commandement. Lorsque les forces de sécurité commencent à hésiter, le régime entre dans sa phase la plus dangereuse. Au sommet de l'État, le silence est assourdissant. L'absence prolongée d'un leadership central durant une crise de cette ampleur n'est pas synonyme de stabilité mais de vide. Un régime sans voix, sans cap précis, sans présence symbolique, projette une image de faiblesse. Et en matière de rapport de force, la faiblesse est une invitation à l'escalade. Le déclencheur immédiat de ce bouleversement réside dans la monnaie. Le rial iranien n'est plus seulement faible, il a perdu toute sa véritable fonction économique. Il ne s'agit pas d'une dévaluation progressive, mais d'une évaporation. Le coût des valeurs refuges, comme l'or, est devenu inabordable pour le travailleur moyen. Le salaire minimum ne couvre même plus une infime partie du coût de la vie. Ce n'est pas une inflation ordinaire, c'est une faillite monétaire. Quand les salaires ne permettent plus de se nourrir, quand la monnaie ne facilite plus les échanges, le contrat social se rompt. Les citoyens cessent de négocier avec l'État. Ils commencent à le défier. L'impact s'est rapidement propagé. Le cœur économique de la capitale, traditionnellement sensible à toute instabilité politique, a réagi sans équivoque. Fermeture des portes. La fermeture massive des zones commerciales stratégiques n'est pas seulement une protestation économique.
c'est une prise de position politique. Historiquement, lorsque les commerçants ferment leurs portes en masse, un régime entre dans sa phase finale. Ce mouvement ne se limitait pas à la capitale. Il s'étendait aux centres urbains stratégiques, aux villes industrielles et aux pôles universitaires. Étudiants, ouvriers et chefs d'entreprise, des groupes qui s'alignent rarement spontanément, commençaient à formuler le même constat. Le système ne fonctionne plus. Le ton des manifestations a également changé. Le discours n'est plus sectoriel. Il ne s'agit plus seulement des prix, des subventions ou de réformes spécifiques. Il s'agit de rupture. Lorsque les slogans économiques se transforment en cris de ralliement politique, le régime perd sa capacité à fragmenter l'opposition. Et il y a un facteur crucial. Il ne s'agit pas d'un mouvement idéologique classique. Ce n'est pas une opposition gauche-droite. Ce n'est pas une opposition entre religion et laïcité. C'est la fin. Et la fin est non négociable. Cette interruption des échanges commerciaux a engendré un effet domino dévastateur. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Les centres de distribution ont cessé leurs activités. Les transports interurbains ont été affectés. Dans un pays fortement dépendant des importations pour son approvisionnement alimentaire et pharmaceutique, c'est une véritable bombe à retardement. Sans monnaie fonctionnelle, pas d'importation. Sans importation, les rayons se vident. Et quand les rayons se vident, c'est le chaos dans les rues. Au sein même des forces de sécurité, la tension est palpable. Policiers et agents ne sont pas épargnés par la crise. Eux aussi paient un loyer. Eux aussi subissent l'inflation. Eux aussi voient leurs enfants privés des produits de première nécessité. La question qui hante les casernes et les commissariats est simple et dangereuse. Combien de temps encore vont-ils réprimer leur propre population pour maintenir un système qui ne garantit même plus la survie? C'est le point de bascule de tout régime autoritaire. L'effondrement n'est pas seulement urbain ou économique, il est politique. Au sein même de l'appareil d'État, les fissures se sont creusées, démissions, accusations croisées, menaces publiques entre autorités. Lorsque les membres du gouvernement commencent à s'attaquer ouvertement les uns aux autres, le régime entre dans une spirale d'autodestruction. L'unité n'existe plus. Seule la survie prend le dessus. Le problème central est financier. L'argent est épuisé. Les recettes stratégiques ont disparu. Les fonds qui devraient permettre à l'État de fonctionner sont à sec. Le gouvernement fonctionne désormais en mode d'urgence permanent, puisant dans ses réserves pour payer les salaires de base. Ce n'est pas de la bonne gestion, c'est du pillage institutionnalisé. Cet échec interne révèle un problème encore plus grave. L'Iran ne perd pas seulement le contrôle de son pays, il perd aussi sa capacité de projection extérieure. Et c'est là que le scénario cesse d'être simplement iranien et devient mondial. Les industries stratégiques sont paralysées. L'énergie et les approvisionnements font défaut. La sécurité de l'emploi est inexistante. Ces usines ne produisent pas seulement des biens civils. Elles alimentent les chaînes d'approvisionnement militaires et fabriquent du matériel qui contribue aux conflits à l'étranger. L'instabilité à Téhéran affecte directement Moscou. La Russie dépend des approvisionnements extérieurs pour mener des opérations prolongées. Une part importante de sa capacité de frappe à bas coût repose sur la production iranienne. En cas d'effondrement de l'économie iranienne, cette chaîne d'approvisionnement est immédiatement menacée. Les États faillis n'exportent pas d'armes de manière fiable. Ils exportent le chaos. Pour Moscou, la situation est alarmante. La poursuite des opérations militaires dépend de la stabilité logistique. Or, cette stabilité est minée de l'intérieur en Iran. L'effondrement intérieur iranien constitue un obstacle stratégique majeur pour l'effort russe sur d'autres théâtres d'opération. Pendant ce temps, les alliés de l'Est restent silencieux. Aucune intervention, aucun sauvetage structurel, aucun plan de stabilisation. La raison est simple et brutale. Pour certaines puissances, l'Iran a cessé d'être un partenaire stratégique et est devenu une simple source de ressources à bas coût. Pétrole acheté à prix cassé. Infrastructures négligées. Population abandonnée. Le régime croyait bâtir un axe de résistance, mais il est finalement devenu un avant-poste exploité. À l'horizon, la pression extérieure s'intensifie. Les politiques de durcissement sont de nouveau envisagées. Mais l'essentiel est ailleurs. Une intervention extérieure n'est peut-être même pas nécessaire. Le régime s'effondre de l'intérieur.
Il existe également une dimension écologique longtemps négligée. Désertification, tempêtes salées, pénurie d'eau. Ces facteurs aggravent non seulement la crise interne, mais accentuent aussi les flux migratoires vers les zones frontalières sensibles, ce qui transforme une crise environnementale en un problème de sécurité régionale. L'Iran est pris au piège de ses propres agissements. Sans ressources, sans légitimité et sans la peur suffisante pour endiguer la famine, le commerce qui a renversé un régime par le passé se ferme désormais au pouvoir en place. Il ne s'agit pas d'une répétition de l'histoire. Il s'agit de régler des comptes, les lumières qui s'éteignent, les portes qui se ferment, les rues qui se remplissent. Tout annonce la fin d'un cycle. Et cette fin ne touchera pas seulement Téhéran. Elle se répercutera à Moscou, à Pékin, à Washington, dans l'ensemble des instances du pouvoir mondial. Lorsqu'une usine de munitions s'effondre, les conflits lointains en subissent les conséquences. Lorsqu'un régime n'a plus peur de son propre peuple, la donne change du tout au tout. Dans ce contexte, la question qui se pose n'est pas de savoir si le système s'effondre. Cela est déjà évident. La vraie question est, qui est prêt à faire face au vide de pouvoir qui pourrait survenir lorsque l'Iran ne sera plus en mesure de se maintenir en tant qu'État fonctionnel?